Mesdames, messieurs, parlons politique. Deuxième monologue. Le premier a été plus pertinent que ce que j'imaginais. Sur le fond, sur la forme, j'ai adoré, mais on n'est pas allé assez en profondeur, donc nouveau monologue. À nouveau, je vais jalonner, je vais jeter des idées, et ensuite ces idées me serviront de fiches d'action, de fiches d'éléments d'action, de carnet de suite, de calendrier d'attaque, disons. Alors pour les premiers, pour les nouveaux éléments que je tiens à évoquer, je tiens d'abord à parler de ce que j'appelle être contre le débat. Alors on est dans une démocratie et beaucoup se disent que la démocratie c'est avant tout le débat, c'est avant tout la joute oratoire, c'est avant tout les échanges. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion, sauf que là où j'ai plus de doutes, là où pour moi on fait davantage des contresens, c'est que le débat n'est pas le dialogue. Autrement dit, on a tendance à considérer actuellement que ce qui est le débat, c'est le dialogue, que le débat nous permet d'atteindre la vérité, que le débat nous permet d'être plus ou moins consensuel par rapport à ce que chacun veut dire et nous rapprocher de, finalement, oui, une forme de consensualité. Alors tout cela est faux, tout le monde s'en rend compte, le débat est avant tout une forme de combat de testostérone, les gens veulent simplement avoir raison. Et c'est aussi, c'est pour cette raison, pour le fait d'avoir raison, que les gens emploient toutes sortes de méthodes, notamment les sophismes. Tout le monde sait ce que c'est faire semblant de donner une idée qui est fausse, mais de l'argumenter de façon à ce qu'elle apparaisse vraie pour le public, mais qui est factuellement fausse. Bref, donc tous ces éléments nous permettent de disqualifier le débat, parce que le débat n'est pas ce qui est élémentaire en politique. Et pour la notion qui suit aussi cette approche, cette vision, qui est que il est impossible de parfaitement étaler sa pensée dans un débat. On est toujours coupé, sans arrêt. La personne va chercher une petite bête, va faire exprès de ne pas comprendre ce dont il est question pour simplement avoir raison. Et donc c'est à nouveau ça par rapport à la testostérone qui nous empêche d'avoir des débats constructifs. Donc si le peuple doit trancher entre deux opinions différentes, eh bien il faut que la pensée de la personne soit parfaitement étalée. Et qu'ensuite le peuple, en son âme et conscience, puisse choisir parfaitement vis-à-vis des prémices, vis-à-vis des conclusions de ces prémices, qu'est-ce qui lui correspond le plus, qu'est-ce qui lui convient le plus. Et c'est pour cette raison que je considère qu'il ne faut pas débattre, mais qu'il faut des dialogues. En politique, il n'y a que des débats, donc il ne faut même pas débattre, il faut mépriser tout ce qui est débat et simplement se rapprocher des dialogues. Donc c'est pour ça que je suis contre le débat. Voilà, pour moi ça ne sert absolument à rien. Ceux qui débattent n'ont pas compris. Si on veut comprendre ce que pense l'autre, eh bien on écoute des discours, et ces discours auront pour mission de jalonner la pensée de l'autre. Et ses prémices, ses conclusions seront dans son discours ou dans ses ouvrages, si celui-ci est un écrivain ou un théoricien. Mais les débats purs, qui sont simplement des joutes de testostérone, n'ont aucun intérêt. Alors, bon, là tout ça fait un petit peu suite à ce que j'ai déjà pu dire dans cette vidéo ou dans une autre, mais c'est que je suis de ceux qui considèrent qu'il faut pas de plan, qu'il faut de l'imprévision. Autrement dit, il faut prévoir que ce ne sera pas prévu, il faut prévoir qu'on n'aura pas de plan. En effet, on a tendance à considérer qu'il faut des plans, qu'il faut surinterpréter, qu'il faut suranalyser l'existence, et par rapport à ça, on suranticipe les situations. Cela prouve très souvent cette défaillance parce que les situations auxquelles on doit faire face sont très souvent imprévisibles. Et donc on se retrouve face à des situations qui n'auraient pas pu être prévues parce que les circonstances sont, comme j'ai dit, imprévisibles. Donc ce qu'il faut, c'est davantage, et ça revient à tout ce que je disais, c'est davantage choisir un caractère qui pourra, dans l'imprévu, réagir et bien agir par rapport à l'imprévu. Et c'est pour ça que je considère qu'il ne faut pas de plan. Moi, je suis de ceux qui simplement montrent leur caractère, montrent leur tempérament, et vis-à-vis de ce tempérament, on pourra déduire quelles seront mes actions politiques vis-à-vis de telles circonstances, vis-à-vis de certaines circonstances, vis-à-vis de certains éléments. Et c'est en ce sens que je considère que voilà, il faut de l'imprévision pure, comme j'aime à le dire. Donc tout ce que j'ai prévu, c'est que je n'allais pas prévoir. J'ai prévu certaines actions, j'ai prévu des grandes lignes, et dans ces grandes lignes, j'ai prévu que ce seront les circonstances qui me feront trancher d'une direction dans une autre. Et ça, c'est beau. Alors bon, là maintenant je sais que c'est un élément aussi qui peut être extrêmement intéressant. C'est que, ethniquement parlant, je sais que c'est un sujet qui peut marquer, qui peut intéresser. Qui est-ce que je suis, voilà, qui est ce jeune au teint caramel, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il veut faire. Alors moi je m'appelle Nils Patten, je suis un théoricien, et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux faire ? C'est que je fais un parti politique, voilà, ça c'est évident, je crée un nouveau mouvement politique, parce que je ne me considère pas représenté. Alors je vois déjà des gens qui pourraient critiquer, se dire, voilà, comment peux-tu, toi, prévoir en tant que métis, en tant que double ethnique, comment peux-tu revendiquer faire de la politique alors que l'on sait ici ou là qu'il peut y avoir des critiques vis-à-vis de cette question ? Comment est-ce que tu te positionnes ? Alors moi, j'ai toujours dit, je suis très ouvert par rapport aux positions de chacun, idéologiques. Je me dis que chacun a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense, mais à condition que ce qu'il pense soit justifié et justifiable. Autrement dit, s'il y a des gens qui considèrent qu'avoir un teint caramel pose problème, eh bien qu'ils viennent en débattre. Et nous rendrons compte tous en même temps, tous ensemble, que ce qui peut potentiellement poser problème à quelqu'un qui, lorsqu'il aperçoit un teint caramel, le met mal à l'aise,
c'est davantage des éléments matériels que le simple teint caramel. Autrement dit, très souvent le racisme est motivé par autre chose que par la simple ethnie, que par l'appartenance ethnique. On aurait tendance à considérer que le racisme n'est que le résultat d'une détestation ethnique, et cette détestation ethnique est plus ou moins injustifiée. Alors il y a des gens pour lesquels c'est injustifié, qui détestent tout simplement pour détester, mais il y a d'autres gens qui détestent pour de bonnes raisons. Et ces bonnes raisons sont très souvent des éléments matériels qui les ont fait être traumatisés, qui les ont fait nourrir une certaine amertume vis-à-vis des personnes appartenant à cette ethnie, à ce groupement ethnique, à ce groupement religieux. Bon. Ce qui signifie que si ce sont des actions, ce sont des éléments matériels qui ont fait que ces personnes détestaient une autre communauté, ça signifie que ce ne sont pas les ethnies elles-mêmes, mais ce sont avant tout les actions de ces personnes. Et que si on corrige les actions, si on corrige les attitudes, eh bien il sera possible d'apprécier les ethnies, parce que les ethnies ne sont pas le problème en elles-mêmes. Autrement dit, le racisme n'existe que pour ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de possibilité de dépasser la simple ethnie, que pour ceux qui considèrent que l'ethnie en elle-même est un problème. Et dans ce cas-là, c'est un autre débat. Et dans ce cas-là, il faut le dire, parce qu'actuellement, on pourrait faire face à des idéologies qui pourraient promouvoir une forme d'ethnicisme, mais qui ne le disent pas haut et fort, parce qu'ils n'ont pas le courage. Moi, comme je l'ai dit, je pense que chacun a de bonnes raisons de défendre ce qu'il défend, mais s'il le défend, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse entièrement, qu'il le fasse avec radicalité, qu'il le fasse entièrement. Donc si quelqu'un déteste, si quelqu'un est raciste, eh ben, qu'il le soit entièrement. Voilà. Et puis après, on le critiquera par rapport à ça, et on l'écrasera proportionnellement à ses actions. Mais je ne suis pas pour ceux qui considèrent qu'il faut a priori censurer. Non. Donnez vos idées malveillantes et puis on les écrasera une par une parce que vous aurez tort. À moins de prouver factuellement que vous avez raison. Et dans ce cas-là, on verra et on se rendra compte que ce qui vous dérange factuellement, si c'est par rapport à une appartenance ethnique ou par rapport à une appartenance religieuse, ce sont des actions et ce ne sont pas des appartenances en elles-mêmes. C'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel je pourrais revenir aussi plus tard, mais je ne vais pas prendre 10 minutes pour chacun des sujets parce que l'heure tourne. Donc ethniquement parlant, voilà, je suis un teint caramel, ma mère est de Côte d'Ivoire et mon père est français. Et donc c'est ce qui me vaut ce teint caramel. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'un point de vue de pure action, de pure façon d'agir, de façon de réfléchir, je suis les deux. En fait, on a tendance à me mettre dans des cases. Donc, pour les uns, je suis l'autre, et pour les autres, je suis l'un. Donc pour les noirs, je suis blanc, pour les blancs, je suis noir. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que je suis les deux simultanément. Ce qui signifie que lorsque j'agis, lorsque je réfléchis, lorsque je pense, eh bien, je suis les deux simultanément. C'est les deux filtres qui s'appliquent en même temps. Ce n'est pas qu'un seul. Et c'est par ailleurs ce qui m'offre un certain recul et une certaine prise de dessus, une certaine altitude vis-à-vis de ces questions. Parce que fondamentalement, comme je suis les deux, eh bien, je n'ai pas cette approche, disons, à l'intérieur de la chose, à l'intérieur d'une seule vision qui m'empêcherait de voir autrement. Non, comme j'ai les deux approches, eh bien, je peux voir différemment et puis je peux me rendre compte que se buter dans une seule vision, eh bien, est négatif et que ça n'a aucun sens. Et que, voilà, par rapport au but qu'on se propose, ça ne correspond pas du tout à ces choses-là. Mais que s'il y a des éléments d'ethnie, et des éléments ethniques et des récurrences de profil parmi les choses qu'on souhaite condamner, eh bien il faut comprendre, il faut sanctionner les éléments particuliers, les éléments d'espèce. Il faut sanctionner chacun des éléments. Il ne faut pas sanctionner la chose en elle-même parce que la chose en elle-même peut être modifiable. Nous sommes avant tout des êtres humains plastiques qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Bien que je considère qu'il y a avant tout une forme de socle, mais ça on peut y revenir aussi plus tard. Par ailleurs, bon, je suis aussi un transfuge de classe, si on peut dire ça. Fut un temps, plus jeune, j'appartenais à la classe moyenne, mais en grandissant, en m'étant élevé grâce à l'éducation, eh bien, je commence à quitter petit à petit cette classe et je me rends compte, en échangeant, hélas, avec des gens que j'ai pu connaître, mais du cœur, je me considère toujours appartenant à la classe moyenne. Donc de cœur, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et c'est d'ailleurs ce qui vaut ces petites vidéos. C'est que je considère que le peuple et moi, nous ne faisons qu'un. Et que mon évolution sociale ne doit pas impacter le fait que je puisse la représenter. Bien au contraire, ça doit faciliter, ça doit aider cette représentation populaire. Donc voilà, j'oublierai pas. Alors, maintenant, si on essaie d'aller un petit peu plus dans le détail, dans la profondeur, dans le concret. Parlons un petit peu de la société, de l'ordre public et de ce que la société devrait faire. Bon. Il est évident, et cela est une réalité pour tous, que la réalité est plus ou moins relative, que la vérité est relative, que la justice est relative, et que on fait référence à des justices en essence, des justices ontologiques, mais factuellement ce sont que des justices subjectives qui nous permettent d'identifier parfaitement les réalités. La chose est que pour parfaitement comprendre, adapter et épouser les conflictualités, les éléments conflictuels, eh bien la société et nos ancêtres ont mis ensemble une objectivité. C'est-à-dire qu'ils ont
trouver certains éléments objectifs qui appartenaient à tous, à chacun, et c'est grâce à la raison qu'ils ont été identifiés, qui nous permettaient à tous de trouver les éléments sur lesquels on devait être d'accord pour ne pas être d'accord. Et c'est tout le sens de la République, tout le sens de la démocratie. C'est de faire en sorte d'identifier que nous ne sommes pas d'accord, pour ensuite créer une arène favorable dans laquelle on pourra ne pas être d'accord. Autrement dit, le fonctionnement républicain ne repose que sur le fait de comprendre que nous ne sommes pas d'accord, de comprendre que nous ne sommes pas les mêmes. Il en va de même pour la société. Donc il y a une relativité par rapport au choix de la société, mais cette relativité se justifie par rapport à l'ordre public, par rapport à l'objectif ultime, qui est la paix, qui est la victoire du peuple, mais qui est surtout que chacun puisse être entendu. Donc certes, le fonctionnement actuel de la société, par rapport au diplôme, par rapport aux prestations sociales, et toutes ces choses, peut être, en cas d'espèce, discutable et peut être remise en cause, mais il faut comprendre la raison d'être de toutes ces choses, qui n'a que pour explication de maintenir un ordre public qui permettra à chacun de mettre en avant parfaitement ses idées et ses convictions. Mais de même encore, lorsque l'on voit le fait que la relativité, que l'ordre public, que tout ça justifie une certaine façon de mettre la société, justifie certaines institutions, il faut comprendre que cette relativité implique que le choix employé, le choix déterminé, puisse être autre. Autrement dit, on a choisi certaines institutions, on a choisi un Parlement, on a choisi un Parlement constitué d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, mais on peut se rendre compte que ce Parlement pourrait être différemment, qui pourrait être constitué d'une autre manière. Et donc ce qui importe, c'est de comprendre que comme tout ça est relatif, eh bien on peut choisir d'une autre façon. Mais qu'il faut simplement comprendre ce qui a motivé ce choix pour peut-être prendre une autre voie, un autre chemin. Bon, maintenant, terminons cette parenthèse et allons sur un autre sujet qui est très important également, qui est celui d'un nouvel ordre mondial. Alors comme beaucoup sans doute, je remarque que la Ve République arrive à sa fin. Je remarque que mondialement, qu'à l'international, les choses évoluent et que les choses bougent, notamment depuis l'élection du nouveau président américain en 2026, que les choses évoluent et que la façon de faire de la politique, que j'ai déjà critiqué dans d'autres vidéos, mais que je critiquerai davantage dans les vidéos à suivre, que la façon de faire de la politique qui jusqu'à maintenant est largement remise en cause, parce que cette façon suppose une certaine moralité, j'ai déjà pu le dire, et que le président américain remet directement en cause cette façon de faire de la politique en agissant à sa façon. Cela permet de mettre en avant un autre élément qui est que, certes, le président américain fait à sa sauce et que cette sauce peut être discutable, et là, beaucoup sont ceux qui la critiquent, mais également que ça montre que la façon d'agir hégémonique, qui jusqu'à maintenant régnait en politique, se retrouve détrônée. Et que pour cette raison, on peut agir maintenant d'une autre façon. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que fut un temps, on était contraint d'agir d'une certaine façon, politiquement, mais là on se rend compte qu'il y a maintenant une évolution, qu'il y a une superposition, qu'il y a une évolution sur la façon d'agir, et que cela est extrêmement intéressant. Bon, il commence à pleuvoir, mais c'est pas important. Et donc pour tout ça, pour dire que la Ve République telle qu'on l'a, nous actuellement, en France, nous sommes bloqués parce que cette Ve République repose sur un fonctionnement des années 70. En fait, on est déjà en retard. Depuis les années 70, la France est déjà en retard, institutionnellement parlant. Et c'est pour ça qu'on stagne. Parce que les institutions n'ont pas su suivre le mouvement, la réalité populaire. En fait, il faudrait créer un système qui permettrait aux institutions de s'adapter au gré des circonstances. Il faudrait créer quelque chose où les institutions en elles-mêmes conservent certains éléments forts, pratiquement éternels, mais d'autres éléments qui pourraient être changés au gré des circonstances, au gré des éléments historiques, au gré de l'évolution populaire. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler, mais tout ça pour dire que la Ve République et la façon de faire de la politique qui est de la démocratie actuelle est négative, est mauvaise et qu'elle ne tient pas en fait. Et pour preuve, regardez l'histoire. Et par ailleurs, on retombe dans des tendances qui étaient apparues déjà dans la Troisième et Quatrième République, qui supposaient déjà, à ce moment-là, une certaine façon de faire de la politique, une manière qui était une démocratie bavarde. Voilà, on était déjà dans une démocratie bavarde, et là on retombe dans ces vices qui resupposent une démocratie bavarde. On retombe dedans, et c'est assez peinant, c'est assez pathétique. Donc on se rend bien compte qu'il y a une tendance par rapport aux dirigeants, il y a une tendance par rapport au tempérament politique qui suppose qu'à chaque fois, que tous les 70 ans, les mêmes dirigeants réagissent de la même manière, les mêmes dirigeants refont les mêmes erreurs, et qu'ils se replacent dans les mêmes considérations, dans les mêmes guéguerres idéologiques inutiles, alors que celles-ci devraient être dépassées par quelque chose de plus grand. Mais donc ça, c'est vraiment un élément essentiel à retenir. Par ailleurs, on peut également se rendre compte que ces dirigeants sont extrêmement arrogants,
et qu'ils se pensent tout permis pour cette raison, parce que parmi ces dirigeants, il y a certes les dirigeants élus, mais il y a également tout ce qui est hauts fonctionnaires qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas, parce que les hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui sont simplement là pour faire fonctionner, j'ai déjà pu le dire. Ils sont là pour faire fonctionner l'État, donc je sais pas pourquoi ils se permettent de se sentir d'être arrogants, parce que voilà, ils ont eu des diplômes qui sont apparemment difficiles, alors que tout ce qu'ils ont fait, ça a avalé le code de la fonction publique, mais bon, peu importe. Ils ont eu des diplômes qui sont apparemment difficiles, et ils se pensent supérieurs parce qu'ils ont pu avoir ces diplômes, et parce que voilà, ils sont socialement reconnus comme étant meilleurs. Mais bon, il est d'autorité publique que lorsque ces diplômes sont... que ceux qui ont eu ces diplômes sont en réalité moins intelligents, parce que ce sont ceux qui ont montré leur faiblesse, leur manque de caractère par le fait qu'ils puissent apprendre 2000 pages d'un bouquin simplement pour avoir un poste. Donc, ils montrent simplement le contraire de ce qu'ils pensent montrer. Et ils se pensent intelligents, mais ils sont juste... Tout ce qu'ils font, c'est montrer qu'ils n'ont pas de caractère. Mais je suis pas ça pour faire le haineux, hein, c'est une réalité. Et donc cette arrogance, il faut la comprendre, parce que ça nous permet d'identifier qui sont les méchants. Ça permet d'identifier qui sont les adversaires. Parce que, en réalité, moi ça me dérange pas que les gens soient arrogants. Quelqu'un qui est très bon mais qui est arrogant, bon, à la rigueur, il a de bonnes raisons d'être arrogant. Mais quelqu'un qui est mauvais et qui est arrogant, mec, t'as aucune raison d'être arrogant. Donc, reste à ta place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et puis par ailleurs, voilà, on pourrait aussi se dire, oui, qu'est-ce que tu penses de tel parti politique, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Alors sachez que je méprise absolument tous les partis politiques, tous les dirigeants politiques qui existent. Je les méprise tous, parce que je considère qu'aucun ne vaut la peine. Ce sont tous les mêmes, aucun ne vaut la peine. Ils sont tous à mépriser au même niveau, avec la même force, le même mépris pur, et c'est d'ailleurs ce que témoigne mon silence. Mon silence témoigne d'un mépris pur par rapport à ces gens-là. Parce que ces gens ne représentent que leur façon de faire de la politique, ils ne représentent absolument pas ce qui est honorable, ce qui est distinguable, ce qui correspond à ce qui doit être observé. Et pour cette raison, ils ne méritent absolument pas des égards ou une vision particulière. Donc, ça sert à me demander de considérer en cas d'espèce ces partis politiques, car je considère que par essence, ils sont mauvais, que par essence, ils méritent que du mépris. Et simplement, leurs actions ont témoigné à leur place. Donc ils n'ont même pas besoin de parler, on n'a même pas besoin de débattre, ils sont par essence mauvais. Et tous les jeunes petits poussins qui vont rentrer dans ces nouveaux partis pour faire semblant, pour avoir une carte, eh ben, ils témoigneront, ils se pervertiront, ils seront méprisables par leur simple entrée dans ces partis. Par ailleurs, d'un point de vue du caractère, j'aime pas les sceptiques. Voilà, les sceptiques, c'est quelque chose que je déteste. Ce sont des gens à qui vous dites que vous allez faire ça, ça ou ça, et qui se retrouvent sceptiques. Ils se disent, oh oui, pourquoi, oh peut-être, oh mais à quoi faire, oh mais pourquoi faire, oh mais ça sert à rien. Ces gens sont insupportables. Voilà, si vous ne voulez rien faire de votre vie, et ben pourquoi vous vivez en fait? Pourquoi tu décides de vivre? Si tu veux rien faire de ta vie, et ben ne fais rien de ta vie, mais nous saoule pas. Donc ça, les sceptiques, je ne les supporte pas. Voilà, et puis après, d'un point de vue de caractère pur, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut accepter une certaine binarité. Voilà, les choses peuvent être binaires, tendance à refuser, on dit non, il faut de la nuance, non, il faut de la binarité. Il faut accepter que les choses sont oui ou sont non. Ensuite, dans le oui ou dans le non, on avise, on pèse, on sous-pèse, mais en principe, les choses sont oui ou non. Les gens qui décident de faire autre chose, qui décident de ne pas accepter ce qu'ils pensent, eh ben, ce sont des gens qui sont mauvais. Voilà. Je sais pas si celle-ci était intéressante, mais bon, on va voir ça tout de suite.